lancer. Normalement, les participants vont pouvoir rejoindre la salle. C'est ça. Alors, bonjour à tous et toutes qui nous rejoignez. Hop. On est... je pense que tout le monde m'entend bien dessus. C'est parfait. Alors, il y a encore des personnes qui vont arriver au fur et à mesure. C'est normal, évidemment. Déjà, merci à toutes les personnes qui viennent aujourd'hui, qui ont exprimé leur intérêt pour ce webinaire. Ça nous fait extrêmement plaisir de vous accueillir. Merci aux pilotes qui sont présents avec nous, qui ont dirigé ce numéro. Et merci évidemment aux auteurs, aussi bien ceux qui sont avec nous, qui aujourd'hui vont parler davantage, qu'à toutes les personnes qui ont écrit et publié au sein du numéro. C'était un très gros travail, mais nous en sommes très contents. Petite explication pour toutes les personnes qui assistent au webinaire. Par défaut, vos micros et vos caméras sont coupés. Vous pouvez les activer vous-même. Nous vous demandons de n'activer vos micros que lorsque vous parlez et de les recouper après pour éviter tout risque d'écho, l'arsène et autres problèmes de ce type. À côté de ça, si vous avez des questions, vous avez tous accès à un onglet Q&R en haut, donc questions-réponses. On vous invite à poser vos questions en fait à cet endroit parce qu'elles resteront en fait et que nous pourrons les voir et les retraiter au moment des échanges entre la salle et les personnes qui présentent. Je pense que j'ai tout dit de mon côté. Je laisse donc la parole à Éric Legrand. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre participation à ce webinaire. Donc, moi, je m'appelle Éric Legrand, je suis consultant en promotion de la santé et puis professeur affilié à l'École des hautes études en santé publique. Et j'ai eu le plaisir de co-coordonner, je dirais, ce numéro avec d'autres personnes qui sont aussi présents ou qui vont venir nous rejoindre. Donc, Bastien à Feltranger, Nelly de Cuit et puis Bernard Le Désert. Voilà, donc je les remercie. Ce fut une aventure. Alors, en courte introduction, ce numéro, il s'inscrit dans la dynamique du congrès de la SFSP en 2023, dont le thème était santé publique et territoire des concepts à l'action. Donc, c'était un petit peu le prolongement. Et en quelques mots, penser, agir, vivre et faire vivre les territoires oblige à définir le territoire dans plusieurs domaines. C'est ce qui nous a amené à faire cette contribution et cette sollicitation autour de ce numéro. À la fois la territorialisation de l'action publique, ça c'est un premier élément. Comment est pensée les politiques publiques par rapport au territoire, mais aussi, et je crois que dans la notion de territoire, il y a aussi cette définition-là, comment est vécu le territoire par la population. Et on peut effectivement avoir, par rapport à ce vécu, des différences entre alors, une pensée administrative, alors je mets des guillemets en le disant, et puis une pensée vécue par les personnes. Et de fait, ça pose les questions des démarches participatives, comment on travaille avec la population, comment on agit, comment on co-construit avec les populations ces politiques publiques territoriales, puisque le territoire peut être aussi vécu par la population, à la fois par un fort sentiment d'appartenance, comme un lieu de lien social, mais aussi parfois, et dans le contexte actuel aussi, par un sentiment d'abandon, par des inégalités ou des sentiments de stigmatisation. Donc, on a cette dynamique-là entre la population au sens large et toutes les populations, bien évidemment, les questions administratives de territorialisation aussi qui se posent. Et puis, il existe aussi dans le territoire, même si on est dans le domaine de la santé, bien évidemment, un enchevêtrement, je vais arriver à le dire, de politiques publiques
qui eux aussi définissent le territoire. Alors que ce soit les politiques de logement, d'autres politiques, politiques de l'emploi, etc., mais qui vont aussi définir l'emploi et peut se poser la question de l'intersectorialité de ces politiques dans le cadre de la définition des territoires et notamment dans une perspective de réduction des inégalités sociales de santé. Alors, inégalités sociales, les inégalités sociales de santé et territoriales, dans lequel effectivement on peut avoir la question du rural, de l'urbain, etc. Donc voilà, ce numéro s'inscrit un petit peu dans cette dynamique-là. Il y a eu 16 articles et contributions qui ont été définies, choisies, disséquées, je vais le dire aussi de cette façon-là. Et là, on a le plaisir d'accueillir trois contributions et contributeurs et contributrices, voilà, sur différentes questions. Alors, on va entendre, alors, si je ne me suis pas trompé dans le fil rouge, hein, donc vous m'excuserez si j'ai inversé, à la fois en premier, Carmela Rebouillat sur la Nouvelle-Calédonie. Je fais bref, hein, vous pourrez bien évidemment préciser par la suite, parce que, travaillant aussi sur les questions d'outre-mer, ce sont des territoires et départements qu'on a parfois tendance à oublier, mais y a-t-il des spécificités, des non-spécificités territoriales? Voilà, il y a dans une démarche un peu intersectorielle. Par la, par la suite, on entendra Camille Astier. Alors, comme je suis breton et que je suis aussi cette question-là, qui nous parlera alors là beaucoup plus d'une approche collective de la santé au cœur des territoires ruraux, dans le cadre de démarches communautaires. Voilà, elle nous en dira plus autour de la démarche des semeurs de santé. Marie-Renée Guével, normalement, viendra nous rejoindre aussi tout à l'heure. Et puis, en tout dernier, alors c'est pas par ordre d'apparition en scène, Aline Courrier-Lemeur et Bérangère Scott-Jacques, je ne voudrais pas écorcher le nom, sur la question de l'innovation sociale autour d'un projet qui a été développé par la MSA en tant que tel. Voilà, en tout cas, je vous remercie et maintenant, je cède la parole à Carmela Rebouillat, si je ne me suis pas trompé dans le fil rouge de cette webinaire. Merci à vous. Bonjour, j'essaye de partager mon écran. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Carmela Rebouillat. Je suis chercheuse associée au laboratoire AT de l'Université Clermont-Auvergne et représentante territoriale de la chaire UNESCO Éducation et Santé en Nouvelle-Calédonie. Et donc, je vais vous présenter ce que nous avons coécrit avec mon collègue Pierre-Christophe Pons de l'Université de Nouvelle-Calédonie et le professeur Didier Jourdan, titulaire de la chaire UNESCO et à l'Université Clermont-Auvergne également. Donc, nous avons fait une étude sur les conditions d'émergence d'une politique intersectorielle, en l'occurrence la promotion de la santé à l'école, donc en Nouvelle-Calédonie. Et donc, on a pu constater une fenêtre d'opportunité qui s'est ouverte. Et donc, on a été disséquer et chercher finalement les déterminants qui permettent cette inscription de cette politique de promotion de la santé au milieu scolaire à l'agenda politique. Voilà, donc le contexte, donc la Nouvelle-Calédonie, c'est un archipel du Pacifique Sud, donc qui est situé entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. C'est une population de 271 000 habitants en 2019, multi-ethnique, pluriculturelle et plurilingue également. Le territoire est entré dans un processus d'émancipation, c'était une colonie française depuis 1988. Lors des accords de Matignon, suite à un mouvement, on était quasiment en guerre civile et l'objectif de cet accord de Matignon était un retour à la paix, évidemment, mais aussi un rééquilibrage économique et politique de la Nouvelle-Calédonie.
Et donc, il y a eu un nouveau découpage administratif en provinces. Donc, on est réparti entre les provinces nord, sud et île. La capitale de la Nouvelle-Calédonie est Nouméa. Au niveau de la province nord, c'est Koné. Et Alifou, c'est Alifou. Voilà. Et donc, cet accord a été renouvelé en 1998, l'accord de Nouméa. Et actuellement, nous sommes en quête d'un nouvel accord qui permette de stabiliser la paix et de reprendre un nouvel élan économique. Nous avons un système scolaire qui est plutôt centralisé, puisqu'on est inspiré du système de l'Hexagone, mais avec des lieux de scolarisation dispersés, des difficultés, des disparités au niveau de la formation des enseignants, avec des enseignants plutôt chevronnés sur la province sud, qui est la province où c'est le poumon économique, hein, et toutes les infrastructures telles que le port, l'aéroport international, et de manière plus difficile, un peu comme vous aussi dans les territoires ruraux, avec des enseignants plutôt des néo-titulaires ou des remplaçants sur les provinces nord et île. Voilà, sur les disparités territoriales, elles sont donc au niveau en termes d'équipement, en termes d'emploi, en termes d'offres de soins entre les provinces et en termes également de diplomation. Donc là, je vous ai proposé la répartition de la part de Bac+3 de la population calédonienne. Donc, dans l'article, c'est au niveau des provinces. On voit clairement que la province sud a un taux supérieur par rapport aux autres. Mais la répartition également par commune, telle que là, je vous la propose, montre ces disparités aussi à l'intérieur de ces territoires. Et donc, elle est plus fortement marquée au niveau donc, de Nouméa et du Grand Nouméa, et au niveau de la province nord, sur la zone de Koné. Au niveau du contexte également, sur le plan sanitaire, des problèmes de santé importants en termes d'addiction, de prise de risque chez les jeunes. Donc là, je vous ai proposé les consommations récentes des jeunes du second degré. On a un baromètre santé qui est conduit par notre agence de santé et qui montre pareil des disparités entre les provinces nord, sud et île, voilà, sur les consommations. On le constate également sur la santé orale des enfants, la surcharge pondérale également. En termes de comportement et d'habitude des gens par rapport à la santé, on a quand même un Calédonien sur deux qui s'adresse à de la médecine traditionnelle, notamment les Loyalsiens, donc ceux de la province des îles en majorité, mais aussi des gens du Nord, et pour 45%, les habitants de la province sud. Et donc, dans ce travail, on a répondu à la question de en quoi la collaboration entre les secteurs de la santé et de l'éducation a permis l'inscription donc de la promotion de la santé en milieu scolaire à l'agenda politique. Donc, pour ce faire, on a étudié différents documents institutionnels, notamment les discours de politique générale du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, étudié donc 2 textes majeurs qui ont été votés en 2016, que sont le projet éducatif calédonien, qui invite à avoir un travail sur l'identité de la Nouvelle-Calédonie, favoriser le vivre ensemble, prendre en compte la diversité des publics, l'épanouissement de tous, améliorer l'environnement des enfants pour un meilleur épanouissement et ouvrir l'école à l'Océanie et à la région et à l'international. Et ça, c'était en janvier. Et en mars 2016, le vote du plan d'Okamo, qui signifie être épanoui, d'Okamo. Et donc, l'esprit de ce plan d'Okamo, c'est de sortir de la vision unique des soins en adoptant une approche globale, en agissant sur les déterminants de la santé. Donc, ensuite, on s'est également appuyé sur des rapports d'activité de l'Agence sanitaire et sociale qui inscrivent clairement donc, leur action hein, dans cette politique, et également des textes qui permettent d'apporter des éléments de contexte par des observateurs extérieurs tels que l'IGAS. Et au niveau de l'analyse, donc on s'est appuyé sur la théorie des courants multiples de Kingdon, qui a été adapté à la santé publique par Reed et Hall, et donc qui invite à étudier 3 flux, 3 courants. Donc le premier, celui des problèmes, dans lequel il va y avoir une prise de conscience par les autorités publiques donc d'une question qu'ils veulent porter. Donc on va relever les indicateurs, des événements marquants, des évaluations de politique publique, et qui font état donc d'une difficulté ou d'un échec.
Le second courant, celui des politiques publiques, lui, va regrouper les solutions possibles pour résoudre le problème. Le troisième courant, donc le flux politique, lui, est constitué de l'opinion publique, des forces politiques, de l'organisation du pouvoir exécutif et des négociations collectives. Et donc, pour Kingdon, l'ouverture de fenêtres d'opportunité se fait en raison d'un changement dans le courant des problèmes ou celui du politique et par l'action d'entrepreneurs de politique publique. Et donc à cela, on a ajouté d'autres critères dans l'analyse issus des travaux de Bocquet dans un contexte de politique consensuelle qui sont le lien institutionnel entre l'entrepreneur et l'exécutif. On étudie le réseau et on voit le niveau de conflictualité entre les secteurs et ainsi que le contenu de la solution sur le niveau de menace des équilibres de coalition. Et donc, quand on se base donc sur ces critères, on obtient donc ces résultats qui montrent donc ces courants qui ont effectivement convergé, notamment de par le contexte, hein, avec la fin de l'accord de Nouméa, un nouveau gouvernement collégial. Dans le courant des problèmes, c'est les questions de santé, de dépenses de santé, les questions évidemment de santé publique qui sont majeures et dont on ne s'en sort pas, et puis des propositions d'action et notamment des concertations citoyennes qui vont amener à ouvrir cette première fenêtre d'opportunité avec l'adoption donc en 2016 des deux textes dont je vous ai parlé. Et puis on voit finalement cette fenêtre d'opportunité s'est poursuivie jusqu'en 2019, notamment avec toujours ces échéances électorales et la fin de l'accord de Nouméa, et on commence à réfléchir qu'est-ce qu'on fait après l'accord. Toujours cette question des mêmes problèmes que nous avions avant tout cela, mais auxquels se rajoute la pression des référendums qui arrivent, la crise du nickel, hein, donc il y a des questions aussi économiques qui apparaissent, et puis des solutions qui sont proposées à travers donc ces différents plans qui vont contribuer au secteur de l'un et de l'autre et va permettre donc l'émergence de cette nouvelle fenêtre en 2019 et le vote d'une délibération, donc cette fois-ci de la promotion de la santé en milieu scolaire en 2019 et qui s'est poursuivi encore jusqu'en 2023 puisqu'en 2023 on a un nouveau texte qui inscrit la promotion de la santé en milieu scolaire en seconde priorité de santé de la Nouvelle-Calédonie. Donc, les conditions qui permettent l'émergence de ces politiques à l'inscription, c'est vraiment l'intersectorialité avec cette collaboration intersectorielle qui va se concrétiser à travers des engagements financiers partagés. Donc là, les acteurs sont issus donc, de l'Agence de santé et de la direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie. Un périmètre d'action des deux secteurs dans le champ de l'un et de l'autre et l'adoption de textes structurants et complémentaires portés par les deux directions, mais aussi par les cabinets et membres du gouvernement en charge de ces deux secteurs. L'équité territoriale avec une réponse proportionnée au vu de la situation de la Nouvelle-Calédonie, de ces disparités entre les territoires, une soutenabilité à travers des formations et des accompagnements nécessaires et ajustés en fonction des profils des acteurs et une expertise qui a été conduite et a permis d'apporter des solutions crédibles et acceptables par l'Agence de santé et la direction de l'enseignement. Donc, elle s'est construite vraiment par la mobilisation de ces acteurs et elle a permis de dépasser une approche en silo et de promouvoir la compréhension des effets croisés des secteurs de la santé et de l'éducation, mais aussi de sensibiliser le grand public, notamment à travers des éléments de langage ciblés sur les déterminants de la santé et la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, notamment lors de conférences de presse données par les membres du gouvernement ou leur cabinet. Donc, in fine, les expertises de l'Agence de santé et de la direction de l'enseignement ont proposé des solutions crédibles et acceptables par les décideurs. L'enjeu aujourd'hui, c'est sur le critère de durabilité qui passe par une contextualisation des modèles,
Chaque territoire est différent en fonction des institutions, en fonction de nos mécanismes et des systèmes de santé et éducatifs, et puis en fonction du type de politique publique, et puis des engagements financiers, qu'ils soient en termes de budget, en termes de ressources humaines, des parties prenantes des deux secteurs, et puis des entrepreneurs politiques qui sont des deux secteurs et qui sont à l'échelle des directions, comme dans l'étude qu'on a faite, mais aussi à l'échelle de l'exécutif. Là, ça a été le cas au niveau calédonien et on le verra par la suite, dans la suite de nos travaux, que ça se retrouve également à l'échelle des écoles avec voilà, ces acteurs qui sont intersectoriels et participent donc à la mise en œuvre de cette inscription de la promotion de la santé à l'école à l'agenda. Je vous remercie pour votre attention et voilà, je reste à votre disposition. Merci à vous pour cette présentation. Alors, j'ai oublié de préciser tout à l'heure que les questions et les échanges auront lieu après les trois interventions. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Camille Astier sur la question des semeurs de santé. Alors, c'est pas la question des semeurs de santé, mais sur l'approche communautaire qui a pu être développée sur des territoires. Ouais. Est-ce que vous voyez le diapo là? De mon côté, je le vois, donc je pense que c'est bon. Alors, je me lance. Donc, je suis Camille Astier, je suis chargée de recherche pour l'association Les Semeurs de Santé. Et je vais vous faire cette présentation avec Catel Le Goff, qui est ma collègue et qui est facilitatrice en santé. Et donc, aujourd'hui, on souhaitait vous présenter la méthodologie, le savoir-faire communautaire des semeurs de santé qui sont impliqués dans les territoires ruraux et insulaires de Bretagne et la recherche évaluative qui a été menée entre 2018 et 2022 sur ce sujet. Alors, pourquoi les territoires ruraux et insulaires de Bretagne? Parce que c'est des territoires qui présentent des indicateurs de santé qui sont plutôt défavorables. C'est des territoires qui sont confrontés à une désertification médicale, à la disparition des services publics. Et il y a aussi un enjeu de mobilité qui va impacter l'accès à l'éducation, au marché de l'emploi, aux activités sportives et socioculturelles, aussi aux soins et aux actions de prévention. Et donc, tous ces facteurs structurels, ils rendent les habitants de ces territoires vulnérables en santé. Et donc, c'est dans ce contexte, et notamment dans un espace de concertation entre professionnels et usagers du système de santé, qu'est né le projet des semeurs de santé. Et l'objectif, c'était de proposer de nouvelles approches et de développer des dynamiques collectives en santé sur les territoires qui sont touchés par les inégalités sociales et territoriales de santé. Et donc, dans cette perspective, il y a un partenariat qui s'est organisé entre 5 structures pour copiloter le projet. Et il y a une expérimentation qui a été menée sur le territoire de Lorient-Quimperlé pendant 5 ans, au cœur de 3 communes qui sont Groix, Gourin et Esquerre. Et elles sont identifiées en bas du diapo. Alors, on sait que l'intégration des usagers dans les dispositifs de santé, c'est un fondamental des principes de démocratie en santé. Mais souvent, les conditions de coopération sont absents des espaces d'action collective. Et on sait aussi que l'approche communautaire en santé, elle a démontré son efficacité pour réduire les inégalités sociales de santé. Elle favorise l'engagement des populations, elle permet un contrôle collectif sur les déterminants sociaux de la santé et elle produit un pouvoir collectif émancipateur en agissant sur les facteurs structurels des inégalités. Et donc les semeurs de santé, ils s'inscrivent dans ce mouvement pour penser et construire des conditions de vie favorables à la santé au cœur des communes rurales et insulaires. Et il propose en fait une mise en mouvement collective de l'action sur les déterminants de la santé. Et le projet, il est vraiment inscrit dans une démarche d'aller vers, grâce au travail de rencontre, de mobilisation des acteurs du territoire, auprès de qui
Il y a un accompagnement de longue durée et de proximité qui est proposé. Et l'ambition, c'est vraiment de transformer les idées en actions collectives et que ces actions collectives, elles soient enracinées dans les récits partagés et les savoirs expérientiels. Donc, comme le disait Camille, nous, notre volonté au sein des semeurs de santé est de promouvoir une approche collective de la santé, puisqu'on part du principe que sur chaque territoire, il y a de nombreuses ressources et que les acteurs qui y vivent et qui y agissent sont les mieux placés pour identifier et répondre à leurs propres besoins en matière de santé. Et donc, il ne s'agit pas de faire à la place des personnes, mais plutôt de les accompagner dans une réflexion et dans une action commune, en les impliquant dans les décisions, en leur donnant des outils et en leur permettant de construire leurs propres solutions. Et donc, nous, notre accompagnement, il se décompose en 4 composantes. Donc, la première composante qui est l'accompagnement, qui est réalisé par les facilitatrices. La première étape, elle consiste vraiment, lors de notre arrivée sur un territoire, à une phase de rencontre et d'aller vers. L'idée est de mener une réflexion qui vise à mobiliser l'ensemble des acteurs concernés, que ce soit les élus, les associations, les professionnels de santé, les acteurs locaux et les habitants. Et l'objectif, comme disait Camille, c'est vraiment de proposer des espaces de rencontre à ces personnes pour réfléchir ensemble à transformer des idées en actions pour améliorer leur santé sur leur territoire. Et ensuite, pour accompagner la réflexion de ces collectives, eh ben, on propose des actions clés en main. Donc, on propose notamment des formations à la coopération avec un prisme de l'éducation populaire qui permet notamment une prise de conscience du pouvoir d'action collective. On peut mettre en place aussi des ateliers autour des droits en santé, avec un partenariat notamment avec l'association France Asso Santé, qui permet aux participants de ces ateliers de se réapproprier leur savoir en matière de santé. Et aussi, pour réfléchir collectivement aux enjeux de santé et aux questions que les participants souhaitent travailler ensemble, on utilise des outils interactifs, comme notamment le théâtre forum ou le théâtre image, comme un outil d'échange et de réflexion. Et enfin, dès la phase d'expérimentation, il a été décidé que le projet des semeurs de santé, il soit associé à une démarche de recherche évaluative. Et ce, dans l'objectif notamment de documenter le processus par lequel nous accompagnons le développement des dynamiques collectives en santé et aussi d'identifier les facteurs qui influencent le déploiement. Alors, le dispositif, il fait donc partie intégrante du projet. Le dispositif d'évaluation, il fait partie intégrante du projet et l'évaluation, elle repose sur une approche participative en accord avec les valeurs des semeurs. Donc, on a mené une recherche évaluative entre 2018 et 2022 dans une perspective de pérennisation et aussi de transfert de l'intervention. Les objectifs, c'était donc de porter un regard sur le déploiement de l'intervention et les dynamiques de coopération qui se développent dans les territoires, de distinguer la contribution de chacune des composantes de l'intervention et aussi d'identifier les facteurs qui ont influencé le déploiement. Donc il y a une cellule d'évaluation qui a été intégrée au comité de pilotage du projet et les décisions relatives à l'évaluation, elles ont été prises de manière itérative. Donc on a développé une méthodologie par étude de cas à partir des traces écrites et des entretiens avec les différentes parties prenantes du projet. Il y a également des monographies qui ont été réalisées en décrivant les contextes des territoires. Et ensuite, on a fait une analyse thématique dans un premier temps, commune par commune. Puis, les 3 analyses ont été confrontées pour faire émerger les facteurs communs et aussi les facteurs spécifiques relatifs à la mise en œuvre de l'intervention. Et donc, concrètement, ça donne quoi? En fait, grâce à cette méthodologie, les collectifs, ils ont développé différents projets de santé dans leur territoire. Ce qui est important de reposer ici, c'est que chaque territoire est bien spécifique et que chaque collectif est unique. Et donc, les projets de santé prennent des formes vraiment différentes selon les envies et les besoins de chacun. Donc là, je vais vous présenter rapidement un projet, mais je vous invite vraiment à aller voir notre site internet qui reprend l'ensemble des actions qui ont été menées en territoire. Et il y a notamment un film qui a été réalisé par les membres des collectifs qui présentent leurs propres actions.
Donc, je vous invite à aller voir notre site internet. Mais pour vous présenter le projet de Groix, en fait, l'île de Groix, c'est la première commune d'intervention du projet des semeurs de santé. Et donc, lors des premiers entretiens avec la population, le sujet de la mort, du deuil est ressorti de manière significative, car il faut savoir qu'il y a une spécificité à Groix, c'est qu'il n'y a pas de champ funéraire sur l'île. Et donc, il y a eu un gros travail qui a été réalisé pour permettre de parler de la mort sans tabou et avec bienveillance. Et avec le collectif des semeurs, les habitants, les professionnels se sont rendus compte qu'il manquait d'un espace pour échanger sur les expériences. Et donc, le collectif a mis en place des cafés mortels, qui a permis sur l'île de Groix de sortir la mort du silence. Alors, en ce qui concerne les conditions d'implantation, il y a deux catégories de facteurs principaux qui ont été identifiés. Donc, il y a les facteurs qui sont liés à la mise en œuvre de l'intervention elle-même et à sa capacité à créer un environnement favorable à l'action collective. Et il y a aussi les facteurs contextuels qui, eux, se rapportent plus à l'inscription territoriale et à la prise en compte des spécificités de chaque commune. Donc, par exemple, pour l'environnement favorable, on sait que le temps long, c'est vraiment un point clé de l'accompagnement sur les communes, que la régularité des rencontres et qu'un appui sur plusieurs années sont vraiment nécessaires pour initier un changement durable. Et en ce qui se concerne les facteurs contextuels, on peut vous dire que l'intervention elle s'est déployée en lien avec les institutions et les dispositifs existants et aussi en adéquation avec les objectifs du projet régional de santé et les politiques locales. Et en fait, ça a facilité l'intégration de l'intervention sur le territoire et ça a aussi favorisé la mise en œuvre d'un processus de coopération entre les habitants et les institutions. Et donc, pour conclure, on peut vous dire que l'expérience des semeurs de santé, elle nous montre que la reconnaissance des ressources territoriales, l'accompagnement humain et les processus de coopération sont cruciaux pour promouvoir la santé des territoires isolés. Et dans cette expérience, en fait, l'évaluation, elle a été un levier fort parce qu'elle a soutenu la construction identitaire des facilitatrices de santé. Et elle a aussi permis de pérenniser les financements au-delà de l'expérimentation. Et donc aujourd'hui, le projet il est dans une phase de mise à l'échelle. En fait, il y a eu une association qui a été créée en 2024 avec l'organisation d'une gouvernance participative. Et aujourd'hui, il y a 6 collectifs qui sont accompagnés. Donc l'enjeu aujourd'hui pour la recherche, c'est de créer une synergie entre la démarche scientifique et l'action communautaire dans un dispositif qui promeut la transformation sociale, et ça aujourd'hui à travers 2 nouveaux projets de recherche. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette présentation de la Bretagne et de toute la dynamique en cours. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à la dernière intervenante pour la présentation de leurs travaux. Merci. Nous allons partager la présentation. C'est bon, vous voyez l'écran? Bon, je vais me permettre de commencer. Donc, je suis Bérangère Chostak avec ma co-auteure et amie Aline Coury-Lemer. On va vous présenter l'article que nous avons produit suite à un travail qu'on a mené avec la MSA en Île-de-France. Et le titre, vous le voyez s'afficher sur le diaporama, cela traite de l'innovation sociale pour combattre les déserts médicaux. Et donc, notre propos a comme point de départ, en fait, l'existence de ces déserts médicaux qu'on connaît tous et qui a donné lieu, pour tout vous dire, au sein de notre université, à une réflexion qu'on a menée avec la faculté de santé, en fait, et avec nous-mêmes qui sommes toutes les deux en sciences de gestion et du management. Donc, le point de départ, vous voyez ici quelques éléments
chiffrés qui témoignent de ce désert médical qui touche également l'Île-de-France, hein, vous le savez certainement, et de manière plus large sur le territoire français. Et notre propos a été de se dire comment on peut essayer de contribuer à justement lutter et combattre ces déserts médicaux et notamment comment on peut essayer de prévenir l'émergence de ces déserts médicaux quand on le peut. Et cela nous a conduites en fait à traiter et à introduire la notion d'innovation sociale. Je vais juste vous expliquer après de quoi il s'agit. Et donc là, l'innovation sociale a été vraiment un peu notre pierre angulaire de la réflexion et on a eu l'opportunité d'engager une collaboration et qui continue encore avec la MSA et notamment un dispositif qu'ils ont mis en place qui s'appelle EducTour. Et comme vous le verrez par la suite, on fait des liens avec des papiers, enfin la première présentation notamment, avec cette notion de le rôle de l'éducation et nous au niveau de l'université en particulier. Qu'est-ce qu'est le propos que l'on a sur l'innovation sociale? C'est que là, on va s'intéresser particulièrement à une innovation. On va s'intéresser à ce qu'est l'innovation qui n'est pas donc technologique. Ici, on est sur une innovation non technologique et surtout qui va consister à proposer une solution qui n'est pas proposée ni par l'État ni par le marché, mais qui a un impact sur la société, sur les personnes d'un endroit spécifique. Et en l'occurrence, là, ça sera le territoire de la ruralité en Île-de-France. Et pour cela, on a fait appel en fait à deux cadres conceptuels qui, alors pour nous en sciences de gestion, est assez connu, mais j'imagine que peut-être pour certains d'entre vous, c'est nouveau. Donc, je me permets juste de dire quelques points de repère. Cela s'appuie sur une approche que l'on dit institutionnaliste, hein, c'est-à-dire qu'on va considérer trois dimensions très importantes. D'une part, la notion de contexte, et c'est en cela aussi qu'on va mettre en évidence le rôle du territoire en lien avec le thème du numéro spécial. On met aussi en évidence l'importance majeure de la pratique des acteurs. Donc là, on va changer de niveau d'analyse, on regarde ce que font les acteurs en tant que tels et on inscrit tout cela dans le temps. Et donc, on va regarder le processus qui est mis en œuvre donc dans ce contexte et quelles sont les pratiques qui sont menées par les acteurs. Donc, vous comprenez là qu'on va s'intéresser à la MSA sur un territoire spécifique et on va regarder les premières étapes d'un processus. En complément de cette approche, on a retenu aussi un autre cadre, alors sur lequel, pour tout vous dire, je travaille avec une autre collègue de mon laboratoire de recherche, le LAREQUA. Eh bien, on travaille sur la question de l'innovation sociale par le design en santé. On l'a notamment regardé en particulier dans le domaine des hôpitaux. Et donc là, on a retenu également ce cadre-là pour essayer de mieux comprendre comment on peut favoriser aussi la mobilisation de cette innovation sociale dans le territoire en particulier par les acteurs que l'on cible. Et pour cela, on a mis en évidence dans un travail donc, antérieur trois dimensions qui sont très importantes. La première, c'est la question de l'appropriation de l'innovation sociale par les dirigeants ou les gens qui ont effectivement du pouvoir de prendre des décisions. Donc, c'est vraiment un premier élément qui était très important à considérer, donc cette appropriation. L'autre dimension qu'on a retenue comme étant très importante, c'est la notion de légitimation des porteurs de cette innovation sociale. Donc là, il faut regarder plus en détail qui sont les acteurs et quelle est leur légitimation à agir de la sorte. Et le dernier élément qui va rebondir dans une certaine mesure sur la présentation juste avant nous, sur cette notion pas d'éducation populaire en tant que telle, mais en tout cas toute cette réflexion qu'on peut avoir souvent en économie sociale et solidaire sur cette notion de démocratie. Et en particulier ici, c'est la notion de concertation démocratique entre tous les acteurs d'un territoire. Et donc, fort de ces trois dimensions, complétées avec cette approche institutionnaliste, nous avons cherché à mieux comprendre comment justement cette innovation sociale peut nous aider à combattre les déserts médicaux sur un territoire particulier.
Donc, nous avons appliqué cette grille de lecture théorique pour aborder notre cas d'étude dans le cadre de ce travail, qui est la mise en place du programme Éductour par la MSA en Île-de-France. Donc, la MSA, la Mutualité sociale agricole, est le seul organisme de sécurité sociale pour la population agricole en France et c'est le deuxième régime de sécurité sociale en France. Elle lance plusieurs projets en lien avec la santé des populations, dont le programme Éductour. Donc, ce programme a été initié au départ par la MSA Franche-Comté en 2021, en collaboration avec des structures de formation sur leur territoire, notamment l'Association francophone pour le développement de l'éducation thérapeutique, et il a rencontré beaucoup de succès. Suite à son succès, il a été remonté au niveau de la MSA centrale, qui l'a porté à la connaissance des autres MSA régionales qui pouvaient, sur la base du volontariat, décider de l'appliquer, de l'expérimenter sur leur territoire. L'objectif de ce projet, de ce programme, est de promouvoir l'exercice coordonné auprès des étudiants en santé et sociale. Ce que nous entendons par exercice coordonné, c'est une prise en charge globale de l'ensemble des besoins d'un patient par un ensemble de professionnels de santé qui sont différents, mais qui ont des expertises complémentaires et qui sont situés sur le même territoire. Et ce programme vise aussi à donner envie aux étudiants en santé et sociale de venir s'installer dans un milieu rural en leur permettant de le découvrir pendant leurs études. Donc, pour mener à bien ce programme, la MSA le structure autour de 3 journées. Les 2 premières journées sont dédiées à la formation. Elles se déroulent dans une structure d'enseignement supérieur en santé, pendant laquelle des étudiants qui sont volontaires vont participer à des travaux de groupe pour comprendre, décortiquer les représentations de chaque métier en santé. Ils vont comprendre qu'il y a des différentes identités professionnelles, ils vont chercher à comprendre les impacts des stéréotypes qui peuvent les accompagner et au final pour atteindre une certaine compréhension mutuelle entre eux. Ils vont également constituer des groupes interprofessionnels et vont construire un projet local de santé adapté à un milieu rural. Et ce projet, ils vont le présenter lors de leur 3e journée, qui est une journée d'immersion sur le terrain. Ils vont être accueillis sur un territoire rural par des élus de ce territoire, par des professionnels de santé déjà installés sur ce territoire et par un ensemble de parties prenantes territoriales. L'idée est de leur donner envie de revenir s'installer sur ce territoire après leur diplomation. Et pour mener à bien ce programme, la MSA se lance dans une logique de co-construction de l'action et s'entoure par un ensemble de parties prenantes. Donc, l'ensemble de ces éléments nous amène à qualifier le programme Éductour d'une innovation sociale, car ça montre plein d'éléments que tout à l'heure Bérangère a évoqués. Au niveau méthodologique, nous avons mené une recherche qualitative. Nous avons défini comme périmètre de recherche la MSA Île-de-France. Nous avons mené jusqu'à maintenant une étude de cas unique. Nous n'avons pas fait de recherche comparative avec d'autres MSA. Ça pourrait, dans l'avenir, venir. Nous avons utilisé comme outil d'enquête l'entretien semi-directif qui s'appuie sur une grille d'entretien en lien avec la grille de lecture théorique et nous avons déployé 2 périodes d'enquête. La première en juillet-août 2023 et la deuxième 20 mois plus tard, début 2025. Nous avons rencontré un médecin en santé publique à la MSA Île-de-France impliqué dans ce projet, ainsi que d'une chargée d'études et de développement territorial également impliquée dans ce projet. Nous avons aussi mobilisé des données secondaires constituées d'un ensemble de documents qui ont été mis à notre disposition par la MSA Île-de-France. Aussi, nous avons mené des observations lors du workshop que tout à l'heure Bérangère a évoqué. C'est un workshop organisé par l'UFR Simone Veil Santé à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines en juin 2023 et qui avait comme thème de questionner le rôle de l'université pour combattre les déserts médicaux. Nous avons, entre autres, écouté la présentation de ce programme, le programme Éductour, parmi d'autres. Et en amont de ce workshop, nous avons mené un focus group en mobilisant la méthode du design auprès d'un échantillon d'étudiants en médecine générale qui sont en période d'internat à l'UVSQ dans l'objectif de comprendre leurs attentes pour l'installation. Donc, nous avons analysé l'ensemble de ces données exploratoires au regard de la grille de lecture théorique que nous avons évoquée tout à l'heure, et cela nous a permis à confirmer certains éléments théoriques et à les compléter par d'autres. Par rapport au premier facteur, nous avons constaté qu'en effet, le soutien de la direction est
facilitateur, voire déterminant pour la réussite de ce type de projet, car ça facilite la libération de ressources. Un interviewé nous a dit, quand c'est inscrit dans la COG, on sait que nous, derrière, on va avoir le directeur de la caisse et les autres services qui vont être mobilisés pour atteindre les objectifs. Mais en plus de cela, cette recherche nous a permis de constater que l'appui de la direction peut favoriser l'initiation d'une dynamique de capitalisation des expériences. L'organisation de la MSA à ce niveau a été un grand atout. Elle était facilitatrice, car à partir du moment où le programme a réussi au niveau de la MSA Franche-Comté, elle l'a remonté à la MSA centrale pour qu'il soit porté à l'attention des autres MSA, mais elle l'a remonté avec un mode d'emploi. Un interviewé nous a dit, on n'a pas eu à le construire, nous. On a le séminaire, on sait qui aller chercher au niveau local et on a un webinaire tous les ans où il y a toutes les MSA qui sont intéressées par le programme qui se connectent pour discuter. C'est de la capitalisation qu'on fait. En plus de cela, nous avons compris que la nature publique de l'organisation, lorsqu'il s'agit de déployer une innovation sociale, peut lui constituer à la fois une force, mais également une faiblesse. Le fait que la MSA soit une organisation publique, ça facilite la confiance envers elle et envers ses projets. Et ça facilite l'adhésion aussi des acteurs à ces initiatives. Toutefois, la faiblesse des ressources financières les fragilise. Par rapport au deuxième facteur, nous avons constaté qu'en effet, la légitimité perçue du pilote d'un projet d'innovation sociale est un atout qui facilite beaucoup l'action et favorise sa réussite. Et cette légitimité découle généralement de la fonction de ce pilote, de sa maîtrise de l'innovation dont il est chargé de déployer, mais elle peut être fragilisée par sa faible maîtrise des pratiques managériales. En plus, nous avons compris que sa légitimité est fortement impactée par les légitimités perçues de la structure de l'organisation qu'il représente. Mais cette recherche nous a permis de mettre en exergue un autre facteur, l'importance de l'ancrage territorial, à la fois de l'organisation qui déploie une innovation sociale, ainsi que de son pilote, de son porteur. Cet ancrage territorial devrait précéder le lancement de l'innovation sociale et il tire sa source de l'existence d'un tissu local préexistant, d'une très bonne connaissance des acteurs du terrain et de leurs spécificités, ainsi que d'un historique d'action sur ce territoire qui devrait tous précéder le déploiement d'une innovation sociale. Un interviewé nous a dit « On ne réussira pas à déployer ce projet à Paris car nous n'avons pas un ancrage territorial fort, alors que dans le 78 et le 77, il y a des territoires MSA, donc on réussira à le faire car le territoire est bien maillé, bien connu. » Mais cette recherche nous a permis de comprendre aussi que certes c'est important, mais ce n'est pas suffisant. L'adhésion et la reconnaissance par les acteurs cibles de ce projet, les étudiants en santé et sociale, est déterminant pour son succès. Au niveau du troisième facteur, nous avons en effet, à travers cette recherche, confirmé l'importance de l'adaptation de l'action aux spécificités locales où on déploie le projet, de la posture de facilitateur, de l'approche démocratique, collégiale dans la mise en place de ce projet. À ce niveau, l'organisation de la MSA et sa culture ont été un atout. Nos interviewés nous ont expliqué que la MSA fonctionne en réseau de MSA. Ils ont beaucoup d'autonomie, chacune sur son territoire, pour mener des projets adaptés à leur territoire. Et ils sont coordonnés ensemble par l'MSA centrale, qui n'a pas un pouvoir injonctif, mais plutôt un pouvoir consultatif. Et cette culture de MSA s'est traduite très favorablement au niveau de ce projet. L'un des interviewés nous a dit « Nous, on ne peut pas de toute façon se positionner en obligateur. On ne peut pas faire de l'injonction, car on n'a aucune légitimité à l'injonction. Ça ne marche qu'avec le volontariat. » Toutefois, ce travail nous a permis de constater que la difficulté d'accès aux étudiants en santé, la cible de cette innovation, reste déterminant pour l'aboutissement des objectifs. Nos interviewés, lors de la deuxième vague d'entretien, celle qu'on a menée début 2025, nous ont expliqué qu'ils ont identifié les départements de l'Île-de-France qui se prêtaient bien à ce programme,
notamment les départements 77 et 78, qu'ils ont identifié l'établissement d'enseignement supérieur en santé qui était prêt à s'engager dans ce programme, l'UFR Simone Veil Santé de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Mais malgré tous leurs efforts, malgré les efforts de l'UFR Santé pour encourager ces étudiants à s'investir dans ce programme, ils n'ont pas pu lancer le programme en 2024-2025 comme c'était prévu initialement, faute d'étudiants volontaires. Parmi les causes qui ont été évoquées par les interviewés début 2025, la formation des étudiants en santé qui est plutôt portée surtout sur les connaissances techniques médicales et moins sur l'approche d'exercice coordonné, l'organisation des stages des étudiants en santé qui est très contraignante, ou également des paradigmes culturels très ancrés liés à la hiérarchie des métiers en santé ou encore entre les spécialités médicales. Pour conclure, nous sommes conscientes que ce travail comporte beaucoup de limites. C'est une étude de cas unique menée sur un territoire ayant beaucoup de spécificités, l'Île-de-France, ce qui réduit la transposabilité de nos résultats. Aussi, notre échantillon d'enquête a été peu diversifié. Nous n'avons rencontré que des personnes de la MSA Île-de-France, car tout simplement, le programme n'a pas encore été déployé. Donc, nous ne pouvons pas accéder à d'autres acteurs. C'est une phase exploratoire, mais fin 2025, la MSA Île-de-France nous a annoncé que le programme sera enfin déployé en 2026, plus spécifiquement février et mars 2026. Et nous avons été conviés à poursuivre notre recherche et nous en sommes vraiment ravis. Donc, à suivre. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci alors à la fois à cette présentation et puis à l'ensemble des présentations qui ont été faites pour l'éclairage à la fois sur vos travaux et sur la question du territoire. Olivier ou Jonathan, est-ce que vous avez déjà des questions dans le chat? Alors j'ai l'impression d'être dans une émission de télé, voilà, mais donc Cognac G, est-ce que vous avez des questions dans le chat? Alors, pas pour l'instant, je rappelle donc aux gens, n'hésitez pas à poser des questions à l'écrit, et sinon, maintenant, vous pouvez aussi utiliser le bouton lever la main pour demander la parole et poser la question à haute voix, n'hésitez pas. Alors, Madame Belzer, je ne voudrais pas écorcher votre nom. Non, c'est tout à fait ça. Écoutez, Ah bah, merci. ça va, Je alors. me lance puisque je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Je vous remercie beaucoup pour ce séminaire, ce webinaire, plus exactement. C'était très intéressant. Je comprends que la troisième présentation, c'est encore une expérimentation, pardon, et que donc il n'y a pas vraiment d'évaluation. Mais sur les deux premières, je n'ai pas vraiment compris si finalement il y avait eu une évaluation et qu'est-ce que ça avait donné en termes finalement de résultats concrets sur l'amélioration de la santé, par exemple, si c'est un des indicateurs que vous suivez. Alors, je laisse aux intervenants répondre. Alors, sur la Nouvelle-Calédonie, effectivement, j'ai présenté le volet politique et cette inscription, mais ça s'appuie sur un dispositif qui a été mis en place à toutes ces échelles, avec donc les directions et qui s'appelle Réussir, être bien, être ensemble, et qui est en phase d'évaluation actuellement. Mais il y a eu tout un travail de capitalisation qui a été conduit et qui montre voilà, que c'est prometteur, qu'au niveau des acteurs, s'inscrit aujourd'hui, en tout cas dans le corps enseignant, s'approprie réellement cette question de la santé à l'échelle des écoles. On le constate aujourd'hui et un des acteurs clés pour favoriser cette participation, comme on le voit dans tous nos programmes, c'est en tout cas à l'échelle des écoles, les directeurs d'école. Mais ça nécessite, comme ça a été décrit, des soutiens institutionnels, des directions, des financements, des moyens. Et cela, voilà. Normalement, l'évaluation est en cours. Il y a une commande publique qui est partie de l'agence de santé, de la direction de la santé, pour avoir une évaluation externe. Merci. Madame Assier, ça s'adresse aussi à vous.
Nous, de notre côté, en fait, l'évaluation, elle s'est portée sur la création des dynamiques collectives et aussi sur l'empowerment communautaire qui s'est développé à travers le projet dans ces différentes dimensions, qui fera, j'espère, bientôt l'objet d'un nouvel article. Et aujourd'hui, en fait, on travaille sur un autre projet de recherche. L'idée, c'est d'écrire collectivement le protocole d'évaluation des actions des semeurs de santé afin de mesurer les effets du coup de nos actions. Donc, on en est là. Merci. Alors, Madame Cléo André. Oui, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour ces présentations qui étaient bien intéressantes. Moi, je vais plutôt réagir sur la dernière, parce que c'est marrant. J'ai bossé à l'organisation de l'Éductour pour la MSA de Franche-Comté il y a quelques années. Et donc, si vous voulez qu'on échange ou qu'on en parle, en plus, comme c'est effectivement la région dans laquelle ça a été inventé, on peut vous passer plein d'infos, parce qu'en fait, ça a été repris par la MSA en 2021, mais ça a été inventé en 2016. Et puis ça a modifié au cours du temps. Ouais. Mais merci beaucoup. Donc, vous travaillez avec la MSA ou vous êtes au sein d'une structure qui travaille avec la MSA? Alors, à l'époque, je travaillais dans une association qui s'appelle l'ASCEPT, l'Association Santé, Éducation, Prévention sur les territoires, qui est une association satellite de la MSA, donc il y en a un peu partout. Et après, j'ai changé. Là, je travaillais pour l'université. Mais du coup, on est en appui de l'organisation du séminaire Interpro, dans lequel s'inscrit l'Éductour, parce que... Excellent. Merci beaucoup pour cette proposition. Donc, je peux vous trouver votre adresse mail peut-être ou Oui, je vais vous mettre mon adresse mail dans le chat, comme ça. Bien, parfait. Merci beaucoup. Merci. Excellent. Merci pour cette mise en relation. Madame Cléo André, alors vous travaillez où? Alors, ce sera pour l'ensemble des personnes, voilà, de savoir à la fois qu'on intervient, mais de quel endroit on parle. Voilà. Ouais, pardon. Alors, je travaille pour une structure qui s'appelle le Pôle fédératif de recherche et de formation en santé publique Bourgogne-Franche-Comté. Bon, je suis désolée, c'est long. C'est un groupement d'intérêt scientifique qui est financé par l'Agence régionale de santé et la région Bourgogne-Franche-Comté, qui est porté par l'Université Marie-Louis Pasteur, qui intègre aussi l'assurance maladie en région et les deux CHU de la région. Et l'objectif, c'est de faire du lien entre décideurs, chercheurs et acteurs autour des enjeux de santé publique. Voilà. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame de Quitte. Pardon. Et de vous présenter d'où vous parlez. Voilà. Nelly de Quitte, voilà. Déjà, un grand bravo à toutes les trois pour vos présentations qui intéressent tout le monde, dans lesquelles, manifestement, on retrouve plein de choses intéressantes quand, comme moi, bien que âgée, on a tenté de mettre en place des projets sur des territoires et c'est pas toujours simple. Alors, je retiens sur vos facteurs de succès aux unes et aux autres dans le premier document de Carmela Rombouya, la notion de effectivement une fenêtre d'opportunité. J'ai adoré ce terme parce que l'alignement des planètes en matière de mise en œuvre de projets de santé publique, c'est quand même quelque chose qui n'arrive pas systématiquement. Et ce serait bien de savoir quels sont aussi les éléments qui peuvent véritablement les permettre. Cette fenêtre d'opportunité avec ce souci des entrepreneurs politiques qui a été partagé et qui à ce moment-là. Et on retrouve la même chose, Bérengère, avec la direction de la MSA, qui est véritablement, c'est bien noté. Pour Camille, la notion de temps et de mise en confiance. Pas si simple que ça quand on a un projet à mener dans un temps imparti. Et puis, ce qui revient chaque fois, c'est le problème de la transversalité, de l'intersectorialité. Et la dernière intervenante, là, l'a bien montré aussi, et vous l'avez dit, Bérengère, avec la difficulté à faire travailler ensemble les facultés et les porteurs de projets, avec cette réticence, on l'a dans tous les endroits, avec des silos marqués, et on le voit bien, les professionnels du soin et la santé publique, c'est pas si évident que ça.
Voilà, je vous remercie parce que j'aimerais bien qu'avec tout ce qui s'écrit, on puisse trouver de quoi dépasser ces freins. Alors, les trois intervenants peuvent totalement répondre, voilà, ou d'autres d'ailleurs, sur les propos de Nelly. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors moi, j'ai peut-être deux questions. Alors, j'ai peut-être sont pas justement par rapport. Alors, vous avez articulé, hein, alors à des degrés différents le territoire vécu, l'implication des personnes, voilà, sur les territoires. Mais est-ce que ça a changé la perception des politiques publiques sur les territoires? C'est-à-dire, comme je disais, on territorialise avec un certain nombre d'indicateurs, hein, bien sûr, hein, mais justement, est-ce que au travers de vos travaux, de vos réflexions, ça a permis, alors ça a permis, je dis pas ça dans un sens péjoratif, hein, bien sûr, hein, justement un autre regard sur les territoires, hein, voire sur des modifications de territoire en restreignant, en allongeant, je ne sais pas. Voilà, c'est un petit peu cette question-là. Comment ça se traduit, ou pas d'ailleurs, dans une évolution de la prise en compte des spécificités des territoires? C'est une question libre, assez large. Donc, si vous permettez, je peux peut-être donner des éléments de réponse. Je n'ai pas de réponse à cette question, à cette grande question que vous évoquez, mais aussi Madame Dekit dessus aussi. Dans la recherche qu'on est en train de mener, nous ne sommes pas encore à un niveau d'avancement qui nous permet de prendre du recul et de pouvoir analyser l'impact montant vers les politiques publiques. Donc, c'est une expérimentation. Peut-être dans quelques temps, on va pouvoir analyser les impacts. Il y a un élément qui a été évoqué lors de l'un des entretiens, c'est qu'il y a une difficulté, d'une part, à pouvoir garder le contact avec les étudiants après leur diplomation pour comprendre leurs décisions et ce qui a fait qu'ils ont décidé d'aller dans un endroit et pas dans un autre. Donc, disons, une approche long-termiste de ces actions déjà initiées semble encore manquante. L'évaluation à long terme. Deuxième chose, c'est que le sens dans l'atelier design qu'on a fait avec les étudiants en santé, l'échantillon d'étudiants en médecine générale, il y a un élément qui nous a interpellé, Bérangère Shostak et moi-même, sur le fait qu'on ne met plus le même sens derrière les mêmes mots. Donc, le mot installation d'un médecin généraliste, c'est un mot qui existe dans le jargon, le vocabulaire depuis très, très longtemps. Mais on a compris que désormais, les jeunes médecins ne mettent plus le même sens qu'on avait d'avant. Donc, c'est-à-dire, je pense il est important qu'on comprenne désormais quelles sont les nouvelles attentes et que de redéfinir les terminologies pour que les actions, finalement, ne soient plus en décalage avec les résultats. Il y a les actions qui s'appuient sur peut-être des grilles de lecture classiques qui, désormais, elles ne parlent plus de la même manière aux acteurs ciblés et au final, il y a un décalage entre l'action et ses objectifs et la réalité du terrain. Donc, je réponds, désolé, par une question encore large, grande que le point de départ, mais c'est un élément qui nous a interpellés à ce stade de la recherche. Merci. Merci. Camille ou Carmela, et où d'ailleurs par rapport à cette prise en compte peut-être des réalités territoriales par l'action publique, enfin voilà, est-ce que ça a modifié des choses dans les perceptions des territoires notamment, ou dans les découpages d'ailleurs aussi qui peuvent être faits? Moi, j'aurais juste un petit bout de réponse. On commence à voir l'influence du coup des projets développés sur les politiques locales. À Asker, donc une des communes qui a été présentée du coup de l'expérimentation, ils ont travaillé sur un projet de lutte contre l'isolement. Et le projet a été repris par la mairie à la fin de l'expérimentation. Et en dehors de l'expérimentation, sur une commune qui a été accompagnée,
qui s'appelle Sainte-Hélène. Ils ont travaillé du coup sur la mobilité. Ils ont développé un projet d'autostop participatif qui a été repris à l'échelle de l'intercommunalité. Merci, Voilà. Camille. Carmela, peut-être. Oui, très, très rapidement, on n'a pas été dans le détail, mais en tout cas, dans les résultats, on a vu clairement une volonté d'avoir une action à l'échelle du territoire complet de la Nouvelle-Calédonie, vraiment pour penser toutes les provinces. Et donc, aujourd'hui, on a des créations de missions qui sont intersectorielles à l'échelle du gouvernement calédonien. Ça a également une influence sur les priorités dans les lettres de rentrée et les mots aux directeurs et aux principaux des établissements du premier et du second degré par leurs autorités, qui sont le vice-rectorat pour le second degré et la direction de l'enseignement pour le primaire. Donc, il y a une volonté vraiment de faire, de mettre en œuvre cette politique à l'échelle de toute la Nouvelle-Calédonie et de donner les moyens. Alors, on a des difficultés par rapport au transport, ça coûte beaucoup plus cher, ça demande beaucoup plus de moyens d'aller vers ces territoires isolés que de le faire à Nouméa où tout est accessible et tout le monde travaille à Nouméa. Mais cet effort est fait. C'est sûr, peut-être pas à la mesure où on le souhaiterait, mais cet effort est fait, on le constate. Voilà. Merci pour vos réponses. Alors, je vais donner la parole à François. Donc, je te laisserai aussi te présenter et d'où tu parles. Voilà. Oui, bonjour à toutes et tous. Je m'appelle François Berdugo, je suis délégué général de la Société française de santé publique. Je suis très heureux de vous voir toutes et tous rassemblés ici. Ce sont plutôt des remarques que des questions. Alors d'abord, merci aux intervenantes. Première chose sur les semeurs de santé, vous étiez intervenu en clôture du congrès de la SFSP à Saint-Étienne, c'était très intéressant. J'avais trouvé ça très chouette que autour de ces questions de santé, ce qui mobilise soit les questions de vie avec la mort, j'allais dire, et d'appréhension collective de la mort, même si on pourrait se dire que ce n'est pas directement une question de santé publique. En même temps, je trouve ça, bon, voilà, le fait de partir des besoins des gens et de leur expression permet de tricoter des choses intéressantes, y compris à partir d'un objet qui peut paraître éloigné, qui après permet de travailler ensemble sur les questions de santé. Deuxième point, la Nouvelle-Calédonie, je suis ravi que vous soyez là, notamment parce que j'ai plusieurs fois entendu parler d'approche intersectorielle portée par votre gouvernement et de ce fait, je suis très curieux d'en savoir plus, donc vous avez commencé à nous en parler et c'est très bien, mais manifestement, on a peut-être des choses à apprendre dans la France hexagonale de vous sur ces questions d'intersectorialité. Donc, je mets l'accent là pour inciter toutes et tous à aller lire des choses sur le sujet parce que je crois que ça peut nous renseigner. Et enfin, sur les questions d'installation de professionnels de santé, il y a plusieurs expériences qui arrivent à nos oreilles ces dernières années, y compris différentes de celles que vous avez menées au sein de la MSA. Et donc, je me dis, mais tiens, au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas, puisque c'est un sujet, la démographie médicale, qui est entaché, pardon, je le dis comme ça, d'un poids politique extrêmement fort. Alors, ce n'est pas moi qui dirais que la santé, ce n'est pas politique, mais je veux dire un poids d'arguments souvent très éloignés des besoins de la population, de la recherche, des données de la connaissance, etc. Et donc, je me dis, mais tiens, au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas rassembler un certain nombre d'éléments d'expertise, à la fois issus de la recherche, mais de l'expérience, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites sur beaucoup de territoires, notamment à l'occasion du service sanitaire des étudiants en santé, autour de la question de l'installation. Mais c'est aussi le cas chez les dentistes. Il y a eu des articles dans la revue de santé publique sur les déterminants d'installation des chirurgiens dentistes, etc. Bref, donc je lance une perche. Si ça intéresse des gens de mettre en commun ces expériences et ces données dans une publication qui pourrait être diffusée largement auprès des journalistes, des ordres, des parlementaires, etc., eh bien, il me semble que ce serait une bonne idée. Voilà, je vous remercie pour votre attention et merci encore de votre présence. Merci François pour à la fois ces propositions et ces réflexions. Alors Jonathan, est-ce que vous avez quelque chose dans le chat? Konadje, est-ce que vous avez quelque chose?
Non, des personnes qui veulent prendre la parole lèvent la main pour l'instant. Enfin, ont levé la main. Donc, non. Alors justement, est-ce que de nouvelles personnes lèvent la main? Alors pour l'instant, je n'en vois pas, mais ah si, Nelly. Ah, ton micro, ce serait beaucoup Merci mieux. bien. Juste pour rebondir et pour ce que vient de dire François, c'est vrai qu'au niveau des déserts médicaux, il y a une prise de conscience depuis quelque temps qui devient de plus en plus aiguë, mais il y a un ensemble de solutions qui semblent s'égrener, en particulier dans la mesure où les étudiants en médecine et les internes en médecine générale sont prêts effectivement à aller sur les territoires. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, il y a des déterminants. C'est en fonction de là où l'on est né et en fonction de là où on fait ses études. Et puis, troisième point, effectivement, c'est qu'actuellement, ce que l'on ne faisait pas, nous, à notre époque, parce qu'on n'aurait pas osé le faire, mais c'est bien, ça se dit, les jeunes qui veulent s'installer, mais avec des engagements, effectivement, de facilitation au niveau des territoires. Et là, manifestement, ce n'est pas fait de la même façon dans tous les territoires. Alors, le lien, il est fondamental, comme Aline l'a rappelé, hein, c'est le lien avec les facultés. Il faut que les facultés soient partie prenante. Celle de sa faculté montre qu'elle est véritablement innovante en la matière. Tout à fait, exactement. Et là, je rebondis sur votre remarque. Le travail qu'on a fait en amont du workshop qui a été organisé en juin 2023 à l'initiative du doyen à l'époque qui est actuellement président de l'université, Loïc Josserand, c'était de dire l'université ne doit pas avoir uniquement un rôle de formation. Il faut qu'elle soit un acteur d'attractivité pour amener les étudiants à rester sur le territoire et à contribuer à sa dynamique. Et donc, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. L'université peut être un acteur très dynamique, très attractif pour combattre les déserts médicaux. Et François Berdougou, nous saisissons la perche. C'est un travail qu'on avait commencé à travailler dessus avec l'UFR Simone Veil Santé. Il y a plusieurs, il y a Marière, il y a Sylvain Gauthier, Loïc Josserand, Bérangère Chostak et moi-même, on travaille dessus. Et donc, avec grand plaisir pour participer à tout travail collectif un peu transdisciplinaire sur le sujet. Merci. Alors, Madame Danjon, je vous passe la parole. Je vous ai vu. Merci et bonjour à tous. Merci pour ces interventions, c'était très intéressant. Donc, je travaille à l'Agence régionale de santé Grand Est, en particulier dans le département des Ardennes, qui est un département très rural. Donc, ma question était plutôt pour l'association des semeurs de santé. C'était pour savoir si, parmi les sujets qui avaient pu être remontés et qui avaient donné ensuite lieu à différentes expérimentations, il y aurait des sujets qui concernaient plutôt l'environnement et notamment l'impact des différentes pollutions éventuellement, hein, suivant les contextes locaux que je ne connais pas du tout, mais sur la santé des populations, puisque c'est quelque chose qui, chez nous dans les Ardennes, commence à arriver de plus en plus en termes de réflexion, on va dire globale et d'inquiétude au niveau de la population comme des professionnels de santé. Donc je voulais savoir si c'était quelque chose qu'on retrouvait ailleurs ou si c'était un contexte local chez nous qui était assez particulier. Puis voilà, si vous l'avez retrouvé en Bretagne, les types d'expérimentation qui auraient pu avoir lieu, de projets qui seraient nés derrière. Pour l'instant, sur les collectifs qu'on a, on n'a pas eu de projet en lien avec la santé environnementale. Enfin, Catel, n'hésite pas à me compléter si tu trouves que je dis des bêtises. La qualité de l'air, elle a été abordée sur les problématiques soulevées, mais pas sélectionnée jusqu'ici un projet à développer par les collectifs. Nous, on a énormément de projets qui concernent le lien social, enfin, l'isolement social et géographique. Il y a beaucoup, ça revient vraiment beaucoup sur les collectifs qui sont accompagnés. Ouais, je complète juste. En fait, sur les territoires, l'expérimentation, en effet, c'était peut-être pas ressorti massivement. Là, ça commence à apparaître aussi sur des questions. Là, on développe un collectif dans les Monts d'Arrée et il y a eu une grosse polémique au niveau de la pollution de l'eau. Et du coup, il y a eu aussi déjà des collectifs de citoyens qui ont pu réfléchir à des sujets. Nous, dans le collectif, on a quelqu'un qui est spécialisé au niveau du radon, qui a envie aussi de développer ça sur son territoire. Et on sent que c'est des sujets qui commencent un petit peu à émerger et auxquels
Bah, nous aussi, on a envie d'y répondre, mais on a aussi sur ces territoires-là déjà des dynamiques en fait citoyennes par d'autres portes d'entrée. Et donc l'idée, c'est plutôt de s'appuyer sur ces ressources qui existent déjà pour élargir et essaimer plus largement encore sur des sujets de santé publique. Alors, Madame Dangean, vous pouvez rebondir si vous voulez rebondir, hein, bien sûr, hein, il n'y a pas de souci, hein. Oui, merci. C'est vrai que c'est intéressant comme remarque, parce que j'avais en tête effectivement plutôt les pollutions de l'eau, comme je sais qu'en Bretagne, ça peut être des sujets également. Chez nous, c'est particulièrement le cas, et c'est aussi ce qui a fait naître certaines conscientisations, on va dire, point de vue local au niveau de certaines collectivités. Et pour autant, on a cette difficulté hein, aujourd'hui qui existe avec vraiment cet effet de silo qui a pu être aussi présenté dans la première présentation, qu'on retrouve de manière très importante entre les aspects plutôt techniques, vraiment liés à la production et exploitation des services d'eau, et puis de l'autre, tout ce qui va toucher à la santé, dans le sens prévention, promotion de la santé au sens large. Aujourd'hui, cet effet silo, on est en train d'essayer de travailler pour le résorber au maximum, mettre en place justement tout ce qui va être des démarches plutôt intersectionnelles, mais c'est pas évident, et surtout la santé-environnement semble toujours un peu le parent pauvre de la santé publique sur ce point-là. Donc voilà, c'était aussi un peu la raison de ma participation aujourd'hui à ce webinaire qui vraiment était, je répète, hein, mais très intéressant. Ça permet d'avoir aussi d'autres approches, puisque finalement, ce qui a pu être présenté en Nouvelle-Calédonie, on en retrouve, nous, quelque part aussi, les difficultés, les facteurs sont finalement assez semblables. Donc c'est intéressant de voir ce qui a pu être mis en place dans le système plutôt éducatif, par exemple, pour voir comment on peut s'en inspirer pour travailler dessus également en santé-environnement. Donc vraiment, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? À Cognac, j'ai toujours rien dans le chat. D'accord. Alors, effectivement, alors peut-être, je ne sais pas si c'est rebondir par rapport à ce qui a été soulevé, mais dire effectivement que dans les démarches qui ont été présentées, et puis même aussi au travers d'autres articles hein, qui ont été publiés, on voit l'importance effectivement de prendre en compte alors, le vécu de la population, c'est-à-dire que, comme je soulevais en introduction, voilà, il y a les territoires administratifs, alors je le dis de cette façon-là, hein, mais en même temps le vécu de la population et que harmoniser cette question-là, alors quand je dis harmoniser, c'est pas réduire tout, mais au moins nécessite la prise en compte, hein, je dirais, alors, du vécu de la population et aussi de la mémoire du territoire, parce que ce soit en milieu rural, urbain, il y a aussi plein de différences. Alors, même intra-urbaine et d'ailleurs intra-rural, on pourrait le dire aussi de cette façon-là, et sans le vécu, la prise en compte du vécu pour agir sur la population, et pour faire écho à ce que disait François dans le chat, parce que ça je l'ai vu, effectivement s'appuyer sur les collectifs citoyens et d'autres politiques publiques aussi est essentiel dans la démarche. Et je crois, alors, ayant travaillé sur le aller vers en milieu rural, aussi la question de la reconnaissance sociale des populations au travers des actions qui sont développées, de leur mise en œuvre, est aussi nécessaire dans cette prise en compte des territoires. Et après, ce qui a été soulevé dans deux interventions, c'est effectivement aussi l'utilisation. Alors, je dis l'utilisation, c'est très utilitaire quand je le dis, mais c'est plus large que ça, à la fois de la philosophie de l'éducation populaire et ou de l'éducation sociale et solidaire. Et je trouve que dans les questions de santé, voire aussi parfois de promotion de la santé, cette dimension-là est aussi importante en termes alors, à la fois de méthodologie, mais aussi de philosophie et de sens de société. Alors peut-être que voilà, je donne des pistes de réflexion euh, aussi sur ce volet-là. Peut-être d'ailleurs, Camille, sur le volet éducation populaire, voilà, l'importance ou sur la prise en compte du vécu. Voilà, je lance des perches, hein, mais Nelly a levé la main aussi, je ne l'oublie pas. Alors, si je peux me permettre juste par rapport à ce parcours, c'est déjà ça a été retrouvé dans beaucoup d'articles, c'est identifier une problématique commune et la partager. Ça, c'est un petit peu pour répondre à Marie-Charlotte, parce que je vois qu'elle se pose plein de questions, mais
Après, c'est de trouver plusieurs personnes avec qui partager les questions qu'on peut se poser pour véritablement arriver à mettre en place des projets, ce qui n'est pas toujours simple non plus. Même si la problématique est dûment identifiée, partager, c'est pas simple. D'autant. Camille aussi, ça peut être les intervenants d'ailleurs, hein, il n'y a pas de, il n'y a pas de souci, tout est inclus dans dans les démarches. Moi, si je peux me permettre de rebondir sur les outils Allez-y. d'éducation populaire, c'est vrai que nous, c'est un essentiel de notre méthodologie. Bien sûr. Et c'est vraiment ce qui nous permet, je pense, de briser certaines frontières quand les collectifs commencent à se former. En fait, on fait beaucoup d'interconnaissances qui permet d'enlever les casquettes de professionnels, enfin, de chercheurs, toutes celles qui font peur, en fait, pour vraiment se reconnaître en tant qu'humain et de se mettre d'accord sur qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui... voilà, on a un outil là, le TED Core Trip, c'est qu'est-ce qui nous fait vibrer un peu au niveau des intestins et pourquoi on a envie d'agir ensemble, et qu'est-ce qui nous fait rêver et comment on pourrait produire ensemble la transformation sociale. Et donc c'est vrai que c'est une méthodologie laquelle dont on s'inspire beaucoup et qui fonctionne, je pense, très bien au niveau des collectifs. Catel, n'hésite pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Ouais. Ouais, je confirme. Et puis, je vous rejoins sur la notion de territoire. Enfin, moi, pour vivre, agir en Centre-Bretagne, on est vraiment sur un territoire à la limite de 3 départements, de 4 territoires de santé, de 3 secteurs psychiatriques différents. Et tout ça dans des kilomètres carrés de 10 km maximum. Et du coup, ce que je trouve en tout cas très intéressant pour la population, c'est de permettre un peu ce pas de côté quand on vient questionner ces questions de santé publique, de se dire qu'il y a aussi des choses possibles et de porter à connaissance aux citoyens ce qui existe sur chaque territoire. C'est une des richesses, je trouve, de notre projet, puisque nous, on a cette possibilité de faire ce pas de côté en fonction des territoires administratifs et géographiques, et de se dire, bah voilà, juste des fois sur la commune voisine, il y a ça qui se développe, et peut-être on peut aussi s'entraider sur des territoires qui ont la même, quand la problématique est la même. Nous, notre envie, il est là aussi aujourd'hui, c'est de faire un peu de l'intercollectif. Bon, nos collectifs auront un peu mûri, mais de se dire, on a de la ressource, mais des fois, en milieu rural, c'est pas toujours évident de mobiliser les différentes protagonistes. Et donc, du coup, si nous, on a envie d'y aller, allons-y et appuyons-nous des personnes ressources sur lesquelles on peut s'appuyer, même si c'est pas sur le même département. En fait, on peut peut-être réfléchir ensemble à une méthode commune. Et nous, c'est ça qu'on cherche à développer et à essaimer sur les territoires. Merci pour vos retours. Alors, j'ai vu la main de Magloire se lever. Je ne sais plus. Oui, bonjour, merci, mais elle a déjà répondu à ma question. Tu peux en poser une seconde, Magloire, et en te présentant aussi. Magloire, à Cobeta, je suis responsable d'un service de prévention et de promotion de la santé. Si j'ai une autre question à poser, c'est de savoir, ma question s'adresse donc aux semeurs de santé. Comment les inégalités sociales de santé ont été prises en charge au final, quelles sont vos remarques par rapport aux projets qui ont émergé de cette démarche? Alors, je dirais pas qu'on prend en charge les inégalités sociales de santé, parce que c'est un peu au-delà de nos ambitions, mais à notre petite échelle, on souhaite contribuer à la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé. Et on se concentre sur les thématiques qui sont les plus importantes pour les personnes qui s'investissent sur les collectifs. Et j'ai oublié la deuxième partie de votre question, je suis désolée. Vous nous demandiez comment ça... Et du coup, ça se concrétise par des actions qui sont portées par des collectifs. Et c'est vraiment des démarches ascendantes.
qui permettent en fait de redonner du pouvoir d'agir aux citoyens. Et on a aussi un rôle, je pense, à jouer en termes de lien entre les différents facteurs qu'influencent la santé, qui ne sont pas forcément identifiés en première intention comme des facteurs de santé. Donc nous, on joue notre rôle là-dessus aussi. Et je ne sais pas si ça répond à votre question. Magloire, on t'a posé une question. Et je vois que ma collègue, du coup, qui est coordinatrice du projet, Claire, lève la main pour, Voilà. je pense, enrichir ma réponse. Oui, bah, c'était plus pour compléter. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis la collègue de Camille et Catel. Mais comme Camille commençait à l'ouvrir dans la fin de sa réponse, nous, on a un gros travail aussi de faire prendre conscience de qu'est-ce que c'est la santé et qu'est-ce qui détermine la santé. Et donc, ça, c'est un gros travail. J'ai envie de dire que c'est presque le plus gros, parce qu'au début, quand on arrive, quand on parle de santé, je vais exagérer le trait, mais pour que vous compreniez, mais les gens, et vous le savez bien, hein, mais les gens, ils nous disent: «Ah bah ouais, mais bah, nous, on n'a pas de médecin». Ouais, OK, bon, est-ce qu'il y a quand même un moyen d'agir sur la santé? On sait que c'est complexe, mais et donc on a tout ce travail d'appropriation des sujets de santé et de faire comprendre aussi que la santé, voilà, c'est pas que l'accès aux soins, même si c'est primordial. Et donc, en soi, je ne sais pas si on réduit comme ça les inégalités sociales et territoriales de santé, mais en tout cas, on a un gros travail qu'on fait avec les collectifs sur les appropriations des enjeux de santé et de qu'est-ce que c'est la santé de manière globale. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, tout à Mais fait. OK. Merci beaucoup, tout à fait. En gros, oui, évidemment, j'avais parlé de prise en charge c'est pas la prise en charge, mais c'est que dans votre objectif, dans vos objectifs de départ, il était question d'impulser des dynamiques collectives, de contribuer à la réduction des inégalités. Et si je ne sais pas si il y a un troisième objectif autour de, de la production de savoir, il me semble, si je ne me suis pas trompé. Donc voilà, c'était, en fait, je voulais savoir juste comment vous êtes pris pour atteindre ce deuxième objectif de contribution à la réduction des inégalités de santé. Voilà. Merci beaucoup. Merci Magloire et merci aux répondantes à la question de Magloire. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui se posent, enfin qui sont posées ou qui pourraient être posées? Jonathan, est-ce que tu vois quelque chose dans le chat? Pas plus que toi, il y a eu quelques remarques, mais pas de questions posées a priori. D'accord. Alors, c'est vrai, alors je pense qu'il va falloir conclure, c'est ça, j'ai aucune notion du temps comme d'habitude, voilà, mais moi ce que je retiens aussi, hein, c'est effectivement, alors ça a été soulevé, alors sous différentes formes, c'est vraiment de s'appuyer déjà sur les ressources locales, hein, quelles que soient les ressources locales, d'ailleurs, parce qu'il y en a toujours, et dont la population, bien évidemment, en tant que telle, l'importance effectivement de ce vécu territorial, je vais le dire de cette façon-là, c'est pas un beau terme, mais aussi, etc. Et puis cette nécessaire articulation entre les politiques publiques et aussi les populations. euh, Au travers, alors ça a été soulevé sous des formes diverses, hein, alors, cette question à la fois de reconnaissance sociale, de lien social, de soutien social, enfin, on retrouve toutes ces dynamiques-là. Et peut-être, alors ce sera pour conclure, mais ça peut être aussi une question très ouverte pour un autre webinaire, c'est comment prendre en compte aussi l'évolution des territoires sur le temps. Parce qu'il y a effectivement des populations qui bougent ou des populations qui arrivent. Il y a aussi le dépérissement de certains services publics, hein, voire aussi de structures qui arrivent, qui disparaissent. On a un peu tous les cas de figure. C'est voilà, comment aussi articuler toutes ces dynamiques territoriales et aussi liées au vécu de la population. Mais ça pourrait faire l'objet d'un autre séminaire. Et puis l'importance, évidemment,
alors, de l'éducation populaire et de l'éducation sociale et solidaire, tout en aussi réfléchissant à la mémoire collective et individuelle du territoire et des populations. Voilà ce que je peux en dire. Alors peut-être que mes co-coordinateurs veulent aussi dire un petit mot de fin. Moi, je dis un grand merci pour ce moment partagé, hein, tout à fait intéressant, hein, qui donne envie, voilà, qui donne envie d'en faire encore, mais en connaissant bien les freins et en essayant surtout de les dépasser. Et vive le travail ensemble et la transversalité. Bon, merci Eric pour de nous avoir représentés au niveau du collectif. Et puis moi, j'ai été très intéressé par l'ensemble de ces échanges. Ça montre bien que, en fait, les politiques de santé ne peuvent prendre leur sens que quand elles sont adaptées à chacun des territoires. Et je pense qu'il faut continuer à travailler dans ce sens-là et à partager et à faire du lien entre tous ces acteurs, parce que ce que montre aussi ce webinaire, c'est comment est-ce qu'on peut apprendre des uns et des autres de toutes nos expériences pour être plus efficace sur le terrain. Et merci à toutes et à tous. Et dans le cadre d'une politique intersectorielle. Voilà, oui, en tout cas, tout à grand fait. merci à tous les intervenants pour leur présentation. Je vous invite aussi à lire effectivement ce magnifique numéro sur lequel nous n'avons reçu aucun droit d'auteur, je le précise, mais qui est quand même un magnifique numéro. Et puis, merci aussi à la SFSP d'avoir organisé ce webinaire. Voilà, merci à vous. Bon après-midi. Merci beaucoup. Merci pour cette organisation. Merci Jonathan pour cette excellente organisation, planification de ce webinaire. Merci aux coordonnateurs de cet ouvrage. Très intéressant. Merci Revue Santé publique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à tous et à tous. On vous souhaite une très bonne journée et à une prochaine fois. Au revoir. Fin de l'événement.